Le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de permettre aux TS d'approfondir leurs connaissances sur le travail social de groupe et de se sensibiliser aux avantages de l'utiliser. Dans la prochaine heure et demie, vous aurez d'abord droit à une présentation d'une quinzaine de minutes de Mme Ginette Berthaud, travailleuse sociale, sur les spécificités du travail social de groupe et les conditions de pratique. Professeure à l'UQAM pendant près de 20 ans, maintenant à la retraite, elle continue de s'impliquer dans le chapitre francophone de l'Association internationale en travail social de groupe. Cette portion plus théorique sera suivie d'une période d'échange avec 3 travailleuses sociales qui utilisent au quotidien le travail social de groupe dans divers milieux de pratique. Jean-Martin Deslauriers, travailleur social et professeur à l'Université d'Ottawa, notamment en travail social de groupe, co-animera cette portion avec Mme Berthaud. Le webinaire se terminera avec une période d'échange avec les participants et participantes. Vous pourrez alors lever la main ou écrire votre question dans le clavardage. Avant de céder la parole à Mme Berthaud, j'invite le président de l'Ordre, Pierre-Paul Malenfant, à vous adresser quelques mots. Bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette activité de formation conçue spécialement pour la semaine DTS 2024, ayant moi-même fait du travail social de groupe pendant une bonne partie de ma carrière professionnelle. Je remercie nos 2 co-animatrices et les 3 travailleuses sociales qui ont accepté de partager avec vous leur expérience de travail social de groupe. Vous savez, le travail social de groupe a toujours été reconnu et ciblé par l'Ordre comme l'une des 3 principales méthodes d'intervention en travail social, avec l'intervention individuelle et l'intervention collective. Cela se reflète d'ailleurs dans les écrits et les interventions publiques de l'Ordre. Plusieurs initiatives en témoignent également, comme le co-développement d'un dossier thématique avec le chapitre francophone de l'Association internationale pour le travail social de groupe dans le cadre des journées professionnelles en 2018. Le dossier est d'ailleurs toujours en ligne sur le site web de l'Ordre si vous souhaitez le consulter. L'Ordre a d'ailleurs adopté la version traduite en français par le chapitre des normes de pratique de l'Association internationale, dont une édition révisée paraîtra sous peu. Le travail social de groupe repose sur une vaste littérature et permet d'incarner des valeurs fondamentales du travail social, comme la démocratie, l'aide mutuelle, l'inclusion, la coopération et l'égalité. Il n'est donc pas surprenant que le travail social, qui le pratique, témoigne de son effet ressourçant, dans le sens littéral d'un retour aux sources, au fondement de ce qui nous anime comme professionnels. J'espère que ce webinaire vous inspirera, vous donnera envie de vous lancer dans l'aventure du travail social de groupe dans votre milieu, si cela est possible, bien évidemment. Sur ce, je laisse la parole à Mme Ginette Berthaud, travailleuse sociale et experte du travail social de groupe. Bon webinaire et bonne semaine DTS 2024. Alors, d'abord, bonjour à tout le monde et je suis très contente d'être parmi vous et c'est pour moi tout un honneur que d'animer un webinaire sur le travail social de groupe dans le cadre de la semaine DTS. Alors, je vais commencer par partager mon écran. J'ai fait, pour être une bonne professeure de travail de groupe, j'ai fait un bon PowerPoint. Alors, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Oui? D'accord. Euh, sur ça, si on passe tout de suite au plan de la présentation, eh bien, voilà, on va regarder les principaux éléments clés du travail social de groupe, soit une définition, les valeurs qui se moulent au travail social, ce qui distingue le travail social de groupe du travail, de d'autres façons de faire du travail de groupe, et comment utiliser les principes du TSG dans d'autres types de pratiques. Alors, tout comme tout à l'heure, Stéphanie nous a donné quelques mots, puis on a comme intention aujourd'hui, puis moi j'ai comme souhait de vous aider à mettre à jour peut-être vos notions de travail social de groupe ou encore d'augmenter les connaissances pour ceux et celles qui ont eu moins la chance d'avoir des cours dans leur parcours universitaire. Et espérons que ce webinaire et cet échange va alimenter votre goût de vous lancer ou de vous réinvestir en travail social de groupe. Alors, d'ores et déjà, on va regarder
des définitions. Alors, vous allez sûrement retrouver des notes de cours ou des notions qui vous ont déjà été, que vous avez déjà eues à l'université. Alors, d'abord, si on se situe, c'est quoi le travail social de groupe? C'est une méthode qui s'appuie sur la personne et son environnement. Dans ce sens-là, ça s'inscrit très bien dans notre acte professionnel comme travailleur social. Et pour créer les conditions de transformation dans les champs social et sociétal ou pour créer des conditions qui permettraient aux gens d'améliorer leurs propres conditions de vie. Et la deuxième, bien, je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais c'est québécois, mais je crois que c'est incontournable, celle de Turcotte et Lindsay. Ben, travail social de groupe, depuis toujours mis sur le potentiel d'aide mutuelle, utilise depuis toujours une démarche structurée, et ça dans le but de répondre aux besoins des membres et du groupe et de favoriser une acquisition de pouvoir dans la mesure du potentiel du groupe. Donc, ces trois portions-là vont vraiment cette définition de Turcotte et Lindsay va vraiment être un phare aujourd'hui dans la présentation. Tout à l'heure, M. Malenfant nous a parlé des valeurs du travail social. Ben, si vous regardez cette diapositive-là, c'est sûr que toutes les valeurs qu'on a en travail social, ils sont présentes en travail social de groupe. Comme nous avons, je crois que j'en ai passé une, comme nous avons beaucoup de matériel, je me permets de peut-être aller plus vite sur certaines diapositives. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui distingue le TSG des autres façons de travailler avec le groupe, c'est l'utilisation du processus d'aide mutuelle comme un moteur principal à la base des changements désirés. Un processus rigoureux, mais attention, flexible et ajusté aux besoins du groupe et des membres et du groupe, et une visée, OK? C'est-à-dire de toujours avoir en tête l'autodétermination des personnes et du groupe dans la mesure de leur potentialité. Et ça, c'est pour faire un clin d'œil à l'acquisition du pouvoir lorsque je vous parle d'autodétermination. La définition de l'aide mutuelle dans un groupe, on avait M. Shapiro, c'est un Canadien anglais. Alors, dès 1978, lui, il nous avait fait une définition. C'est simple et à la fois complexe. C'est la capacité de donner et de recevoir au fil des interactions ou de se soutenir dans la réalisation d'une tâche commune. C'est le modèle central qui anime tout travailleur social de groupe depuis le début des années 60. Au cours des décennies, le modèle d'aide mutuelle a changé de nom. Au début, M. Schwartz, qui est le père du travail social de groupe, l'appelait réciprocité. Après ça, M. Schulman, qui est aussi quelqu'un qui a travaillé à McGill, l'a appelé modèle de médiation. Et depuis 1995, on se réfère beaucoup à Dominique Steinberg, qui, elle, parle d'un modèle axé sur l'aide mutuelle. Pour moi, le TSG et l'aide mutuelle, c'est indissociable et parfois, ça peut peut-être apparaître un peu fâchant pour d'autres. Ben oui, mais il y a d'autres types de groupes. Oui, mais l'aide mutuelle, c'est le cœur du travail social de groupe. On ne peut pas parler de travail social de groupe sans mettre à côté aide mutuelle. Pour moi, c'est synonyme. Donc, il y a cette spécificité à regarder en lien avec l'aide mutuelle et donc en lien avec le travail social de groupe. D'abord, le premier, c'est la place du membre dans le groupe. Alors, en travail social de groupe, le membre est considéré comme la ressource première. D'accord? C'est vraiment lui qui est expert de la situation ou du contenu. Il devient au fil des rencontres une ressource. Et ils deviennent au fil des rencontres des ressources les uns pour les autres.
Ça va les amener avec le fait qu'on va travailler en groupe et qu'il va y avoir un travail de proximité de fait dans le groupe. Et ça va amener la réciprocité d'aide ou le fameux «je vous aide en m'aidant». Et ça, c'est le fil conducteur de l'action. Donc, le membre va avoir une double position aidant-aidé. Des fois, il est aidé, des fois, il est aidant. Et comme TS, notre priorité, c'est de croire au savoir d'expérience des membres et de les canaliser et même de les maximiser. Les principes qui sont alors très forts dans le groupe vont être l'égalité et la solidarité. Sans égalité, il n'y a pas d'aide mutuelle. Tout le monde et tous les membres sont égaux entre eux et le TS devrait tendre vers l'égalité aussi avec les membres. Le deuxième intérêt pour l'aide mutuelle, c'est que c'est la formation du groupe comme un tout. Si on ne parvient pas à ce que le groupe devienne une entité ou qu'il développe sa cohésion, eh bien, on n'aura pas d'aide mutuelle. Donc, il faut qu'on vise le développement d'un groupe harmonieux et nous, comme TS, on doit développer une pensée en termes de groupe. C'est-à-dire que c'est plus des individus qu'on a avec nous, c'est le groupe qui est important, c'est l'entité groupe qui devient la suprématie dans ce modèle. Alors, à retenir aussi par rapport à notre rôle dans un groupe comme un tout, c'est que notre rôle va être inversement professionnel au développement de l'autonomie du groupe. Plus le groupe va évoluer et va prendre son essor, plus nous, on va disparaître. Et effectivement, l'aide mutuelle a comme visée suprême que le TS disparaisse du système. Alors, les principes qui sont omniprésents, il y a égalité, solidarité, mais l'interdépendance. Tout est interrelié dans le groupe et tout, je veux dire, l'absence d'un membre va se faire ressentir, et etc. Tout se tient et tout est imbriqué. Le troisième point, c'est le groupe comme un tout, oui, mais le groupe comme entreprise d'aide mutuelle. D'ailleurs, William Schwartz a défini le groupe à travail social comme une entreprise d'aide mutuelle. Moi, je trouve l'image extraordinaire. C'est comme j'ai toujours l'impression que quand je pense à ça, que il y a tout le monde est en train de travailler ensemble, puis tout le monde est en train de monter une belle structure, quelque chose d'extraordinaire. Donc, mais ça lui permet aussi à l'aide mutuelle de se déployer. Donc, si le groupe devient un tout et une entreprise d'aide mutuelle, on va pouvoir observer les dynamiques d'aide mutuelle et la plupart d'entre vous ont dû en entendre parler. Donc, on va voir comment les gens s'entraident dans le groupe parce qu'ils partagent de l'information, parce qu'ils se sentent proches les uns des autres. Ils vont se dire, on est tous dans le même bateau, parce qu'ils confrontent leurs idées, parce qu'ils traitent de sujets tabous qui sont cachés, puis qu'un jour ça sort. Ils parlent de leurs secrets comme groupe et comme personnes qui se réunissent en groupe. Ils se soutiennent, ils se demandent mutuellement de travailler aux objectifs ou encore de travailler à la réalisation à s'entraider entre eux. Ils sont capables de résoudre des problèmes ensemble, ils expérimentent de nouvelles façons de faire et ils sont capables, le groupe est capable de devenir une force collective. Donc, vous pourriez voir en plus grand détail c'est quoi les indicateurs d'observation des 9 dynamiques d'aide mutuelle. Ça fait partie du dossier de travail social de groupe dans tous ses états. Alors, on passe. Jean-Martin, tu me diras à un moment donné quand est-ce que je dépasse. Je t'ai supposé partir ma minuterie, puis je n'ai pas fait. Fait que tu me le dis, tu me fais des signes. OK? 5 minutes avant la fin. Il m'en reste 5. Non, Ah non, oui? non, je vais OK, te le dire. OK. Je commence à paniquer. OK. Alors,
L'autre aspect qui est important, c'est l'utilisation consciente des savoirs d'expérience. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait moins travaillé avant, mais qui devient de plus en plus important de faire. Alors, en travail social de groupe, on utilise beaucoup la résolution de problèmes. Et ça amène souvent les membres à donner des conseils ou à faire des suggestions. Alors, les conseils et les suggestions, ce n'est pas de l'aide mutuelle. C'est pas parce que notre groupe nous donne se donne des conseils après 2 rencontres que l'aide mutuelle est là. Non, non, non. Des conseils peut amener beaucoup de jugement et des conseils, c'est qu'on ne se met pas à la place de l'autre. Donc, si on veut avoir un je vous aide en m'aidant et qu'on veut éviter les conseils, on a 2 façons de le faire. C'est d'amener les membres qui sont dans la position, par exemple, d'écouter celui qui amène un problème puis qui aimerait que le groupe l'aide à réfléchir à ses propres expériences, OK? Et lorsqu'il met un avis, à se référer à sa propre histoire, OK? Et à se mettre à la place d'eux, puis à se dire, moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Comment je résoudrais ça et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était un bon moyen? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? OK? Pour qu'on arrive vraiment à développer ce que Curlon et Sandman appellent l'empathie de groupe et pour qu'on arrive aussi à éviter de faire de l'individuel en situation de groupe, qui est une des difficultés majeures, surtout quand on a fait beaucoup d'individuels dans notre vie, que de passer de la fonction intervention individuelle à la méthode travail social de groupe. On a ça dans le sang, on a de la difficulté à se départir, de dire je ne fais pas d'individuel en groupe, j'utilise le groupe en groupe. C'est une façon que vous avez entre les mains. Et ou encore d'éviter que le groupe devienne un spectateur passif et qu'il n'y a rien qu'un qui travaille dans le groupe. Ça maximise aussi les possibilités de changement puisque l'aide apportée à un membre fait sens et résonne dans les situations des autres membres. OK. Alors, l'aide mutuelle, la position que le TS doit prendre pour développer de l'aide mutuelle, bien, il devient un expert du processus et non un expert de contenu. Il est un stimulateur ou un mobilisateur de ressources des membres et du groupe. Il aide le groupe à bâtir son système d'aide mutuelle. Il partage son pouvoir avec le groupe. Il essaie de devenir dans une position le plus égalitaire possible. Il maximise aussi l'autodétermination du groupe. Il accepte de ne pas être le leader. C'est-à-dire, on n'est pas le leader du groupe. On est une personne qui accompagne le groupe, mais on n'est pas le leader du groupe. Le leadership, il appartient au groupe. Alors, comme attitude, ça nous demande une grande reconnaissance des compétences des membres et une humilité de se dire on n'est pas tout seul à posséder la connaissance, qui est parfois un petit peu confrontant, puis un peu aussi ça nous met dans un dilemme éthique, puisque beaucoup d'organisations mettent les TS en position d'experts de contenu et ne reconnaissent pas les compétences et les savoirs d'expérience. Alors, un 6e point bien important pour le développement de l'aide mutuelle, c'est les contextes. Okay? Alors, les contextes vont vraiment influencer la façon dont l'aide mutuelle va émerger ou encore sur son intensité. OK? Donc, les contextes vont déterminer souvent la façon dont on va exercer le TSG. Alors, ça se vit différemment, l'aide mutuelle, selon les caractéristiques du public visé. Un groupe de femmes ne vivra pas la même chose qu'un groupe de personnes âgées, par exemple. La culture, la place, les aspects sociétaux la culture en place, les aspects sociétaux vont aussi jouer beaucoup sur la façon dont on va vivre l'aide mutuelle. Les Chinois ne vivent pas l'aide mutuelle comme nous, on va la vivre en groupe, OK? Ou encore, on le sait, quand on fait un groupe en interculturalité, je dis selon les cultures en place, il ne sortira pas les mêmes, ça ne sera pas de la même façon que ça va se vivre. Et finalement,
ce qui va beaucoup déterminer l'aide mutuelle ou la façon de son potentiel, ça va être le contexte organisationnel. Alors, le contexte organisationnel vient vraiment orienter la qualité et l'intensité parce que, à cause du contexte organisationnel, le but aussi est orienté, mais l'aide mutuelle va suivre ça également. Et donc, on a là-dessus peut-être probablement qu'on aura pas mal de questions à ce sujet-là. Alors, l'autre aspect que je vous disais qui est typique au travail social de groupe, c'est un processus d'intervention rigoureux. Que vous le croyez ou pas, j'ai beaucoup formé des intervenants qui n'étaient pas en travail social, psychologues, ergothérapeutes, criminologues. Et ils étaient toujours très surpris de voir comment nous, on planifiait nos groupes de façon très rigoureuse. Et je pense que c'est une force, et je pense qu'il faut qu'on le garde, et je pense qu'il faut en être fier. OK? Même que nos livres sont souvent empruntés par les gens de counseling à l'UQAM pour de groupes parce qu'ils trouvent qu'ils sont plus forts que leurs livres à ce sujet-là. En tout cas, moi, je suis fière de ça. Et il y a aussi qu'il faut que l'on fasse ça de façon très rigoureuse parce que si on ne s'attarde pas au processus d'intervention de façon rigoureuse, on n'aura pas d'aide mutuelle. Donc, je vous apprends rien. Quatre processus. C'est le premier, la phase pré-groupe, c'est l'équivalent du fonctionnement, l'évaluation du fonctionnement social en intervention individuelle. La phase de début, ou le contrat avec le groupe, la phase de travail, la réalisation et la phase de fin. Alors, phase pré-groupe, un incontournable si vous voulez de la vitalité, si vous voulez que votre groupe se maintienne, si vous voulez qu'il y ait de l'engagement, c'est une incontournable et ça va favoriser en plus l'aide mutuelle. Mais malheureusement, c'est la phase la plus négligée, même si c'est celle qui est la plus névralgique. Alors, il y a beaucoup de tâches et de démarches à faire avant un groupe qui sont souvent pas faites. Ne serait-ce que de clarifier la demande, surtout si vous animez un groupe qui est nouveau. C'est quoi qu'on veut exactement? C'est quoi l'agenda de l'organisation, l'agenda de celui qui demande? De vérifier aussi c'est quoi les marges de manœuvre que le TS et le groupe ont par rapport à la détermination du but, du contenu et des modalités. C'est quoi les pouvoirs réels qui sont donnés à ce beau monde-là? Et de réaliser une évaluation des besoins. Très souvent, ce n'est pas vraiment fait, ça. Ou c'est fait un petit peu. Et c'est souvent, ou encore, l'évaluation est faite sur le plan individuel et on ne collectivise pas les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire, collectiviser des besoins? Ça veut dire être capable de tirer des lignes de conduite communes entre les gens. C'est quoi qui relie les gens qui s'en viennent dans le groupe? Quels sont les besoins communs qui ressortent? C'est quoi qui va être le fil conducteur entre les personnes? Autre rôle, là, on pourrait aller jusqu'à jouer un rôle de médiateur par rapport à l'organisation qui a d'autres sortes de besoins que le groupe. Et c'est très important de préparer les membres. Alors, préparer les membres, ça veut dire ça, faire un contact pré-groupe. OK? Ça veut dire aller chercher le consentement, leur présenter déjà l'intention qu'on a. OK? Et ceci fait partie des normes de pratique. Et vous trouvez ça dans le document, les normes de pratique qui est sur le dossier sur le site de l'Ordre. Alors, oui, alors, il faut penser en termes de groupe dès la phase pré-groupe. L'autre aspect, phase de début, OK, qui est le contrat ou l'entente. Idéalement, le groupe devrait lui-même déterminer ses objectifs, son contenu, ses modalités, mais ça, c'est souvent escamoté et souvent négligé, mais il devrait au moins avoir vraiment l'impression qu'on le consulte
sur ce qu'il va faire et qui a droit de parole là-dessus, au moins qu'il y ait une consultation à cette phase-là. Donc, et on devrait toujours viser que les normes de fonctionnement, qui sont les souhaits, soient déterminées par le groupe pour que le groupe commence à avoir du pouvoir. Et non pas juste les TS donner des règles. Souvent, on va dire des règles, vous n'avez pas le droit de fumer, vous avez le droit d'amener le café, vous n'arrivez pas sous boisson. Non, non. Les normes, c'est comment vous voulez que ça fonctionne ici. Quelle sorte de membre vous voulez, quelle sorte de groupe vous voulez, quelle sorte de TS vous voulez. OK? Alors, il y a un équilibre à garder durant cette rencontre-là, puisque elle est fondamentale pour créer un climat de confiance, donc de porter vraiment une attention particulière à ce groupe qui arrive, qui est tout neuf, de développer une communauté d'intérêt, que ça va se faire avec d'établir des terrains communs et d'ouvrir la voie à l'aide mutuelle. Je vous ai fait aussi un beau tableau sur les principales habiletés, OK? Mais vous les regarderez quand vous aurez le temps. Il y a 4 types d'habiletés fondamentales pendant la phase de travail. Il y a stimuler les interactions, c'est-à-dire de faire en sorte que les membres soient en contact les uns avec les autres, de faire en sorte qu'ils se parlent entre eux et qu'ils ne parlent pas toujours juste au TS, de travailler avec le processus de groupe, qui veut dire aussi de favoriser la progression du groupe lui-même, sa cohésion et sa capacité de s'autodéterminer, de favoriser l'aide mutuelle qui passe par des débats, par le traitement de sujets difficiles, par le fait qu'on construit sur les idées des uns des autres, et de stimuler la progression de la tâche en les ramenant à la tâche, en faisant le point et surtout en les laissant agir puis en les faisant prendre des décisions. Alors, le TS, est-ce que j'en ai passé une? OK. Je pense que oui, je vais juste aller voir à l'autre. Non, je suis rendue là. OK. Alors, le TS voit aussi, il y a une préoccupation, OK, pour l'autodétermination. Je vous ai dit ça tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé. Alors, le TS vise l'autodétermination et l'extériorité. En tout temps, mais surtout vers la fin, là, il faut qu'on en arrive à ce que les gens volent de leurs propres ailes. Ça veut dire que le TS essaie de saisir toutes les occasions pour que le groupe se responsabilise et prenne ses affaires en main. Ça veut dire qu'il incite le groupe à transférer dans la vie quotidienne ce qu'il acquiert en cours de processus. Que le TS encourage le groupe à dépasser ses frontières, à exercer une influence sur son environnement et qui se préoccupe à ce qu'il y ait la reconstruction d'un réseau de soutien quand le groupe se retrouvera autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire extériorité? Ça, c'est Mme Papel et Rotman qui en parlait. Ça veut dire que le groupe, on vise à ce que le groupe rayonne à l'extérieur de son nombril ou de son petit cercle. Ça veut dire que si le groupe en arrive, par exemple, un groupe de parents en arrive à avoir une influence sur leur famille immédiate et que ça améliore leurs conditions de vie, c'est déjà un rayonnement. Si un groupe arrive de personnes âgées à revendiquer d'autres groupes pour eux autres dans le même établissement, parce que ça n'existe pas, c'est un autre type de rayonnement. Si on en arrive à la défense des droits, ben, tant mieux. Alors, il y a de la place pour tout type d'implication sociale en travail social de groupe. Et pour Mme Breton, qui est une francophone qui écrivait en anglais et qui était extraordinaire, elle disait que les dynamiques d'aide mutuelle sont des petits pas vers la justice sociale. Moi, je crois fondamentalement, il faut ouvrir nos œillères. On n'est pas juste en clinique, on est dans une perspective de transformation sociale. Donc, le lien avec, est-ce que oui, on peut combiner avec d'autres pratiques de groupe? Oui, OK? On a 5 pratiques de groupe: traitement, éducation, croissance, aide mutuelle, action sociale, fonctionnement organisationnel. Dans chacune, l'aide mutuelle peut être intéressante à utiliser, ne serait-ce qu'en appui au changement personnel.
ne serait-ce que pour ouvrir les perspectives au niveau de l'éducation, ne serait-ce que pour accorder une place aux besoins individuels et de groupe en action sociale et pour permettre une vie à la vie de groupe et à la vie d'équipe en fonctionnement organisationnel qui est un type de groupe qu'on fait beaucoup. Donc, si je termine avec ceci, mais attention, c'est pas parce qu'on fait un groupe d'éducation, bon, on va faire quelques discussions avec les parents après, dans la deuxième partie, qu'on est vraiment en aide mutuelle. Il faut vraiment, si on est lié avec un autre type de pratique de groupe, OK, que ça respecte les principes suivants. La flexibilité du programme et du contenu est extrêmement importante. Qu'on laisse de côté le contenu pour qu'on puisse vraiment laisser la place à l'aide mutuelle. OK? L'égalité. S'il n'y a pas d'égalité dans le groupe, oubliez l'aide mutuelle. Donc, des fois, dans les groupes de fonctionnement organisationnel, ça ne fonctionne pas parce que la hiérarchie est trop forte. Le souci de se préoccuper de l'évolution du membre et du groupe comme un tout. Si on n'a pas de souci là-dessus, oubliez l'aide mutuelle. L'attention au développement de l'aide mutuelle et de toujours voir est-ce que même si je suis, par exemple, dans un groupe d'éducation, je suis capable de partager mon pouvoir d'expert? Est-ce que je suis capable aussi de stimuler l'autodétermination du groupe en fonction de ses potentialités? Et là-dessus, messieurs et mesdames, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis une série de références à la fin. Et là-dedans, vous allez voir, il y a des vieilles références, mais je les ai ressorties pour me préparer parce que c'est vraiment des textes majeurs et des textes fondamentaux. Je vous invite à relire Darvaux Fournier, Madame Papalero-Atman, tout ce qui s'appelle les années avant les années 80. Merci. J'ai Merci fini. à toi, Ginette. Merci, Ginette, pour les repères théoriques, pratiques et surtout, je dirais, pour l'inspiration sur le plan des valeurs, sur le plan de l'esprit du travail de groupe. Et pour poursuivre justement dans cette ligne-là, on a trois consoeurs, trois spécialistes du travail social de groupe qui vont nous présenter aussi, qui vont en fait se présenter et présenter leur groupe, leur pratique qu'elles ont développée. Alors, j'inviterai d'abord Annie Desjardins à débuter cette autre partie de notre webinaire. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien heureuse d'être ici pour ce webinaire-là. Le travail social de groupe, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, moi, je travaille dans le réseau depuis une bonne vingtaine d'années, plus précisément depuis 15 ans environ en santé mentale. Dans notre jargon, je suis en service spécialisé, donc en deuxième ligne. J'occupe aussi des fonctions de soutien clinique, là, donc aux intervenants qui travaillent là, avec ces usagers-là. Fait que c'est quand même un autre type de groupe qui peut être intéressant. J'en ai fait plusieurs au fil des années, des groupes avec différentes clientèles, mais je veux vous présenter mon groupe chouchou, celui qui est un peu différent, qui a eu lieu dernièrement. Donc, nous, on travaille aussi dans des ressources d'hébergement, puis on avait un problème dans le sens que c'est des ressources qui sont quand même pas si vieilles, il y a des fonctionnements à aller chercher. On avait des usagers qui avaient tendance à pas super bien fonctionner ensemble. Il y avait des conflits, il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait pas au niveau de leur bien-être. Puis ce qu'on voulait, dans le fond, c'est leur redonner, hein, ils sont chez eux dans ces milieux-là, fait que leur redonner des stratégies pour gérer ces conflits-là, puis pour voir comment ils peuvent fonctionner chez eux. Alors, avec l'aide de 2 stagiaires que j'avais sous ma supervision cette année-là, les filles, ben, elles ont bâti ce groupe-là dans une ressource d'hébergement où, avec les usagers, ceux-ci ont pu vraiment développer, ben, c'est quoi une émotion? C'est quel mot je mets là-dessus? Qu'est-ce que je fais hein, quand ça monte trop? Elles ont fait des mises en situation dans une des rencontres où les personnes pouvaient se pratiquer. C'était magnifique, vraiment, de les voir faire. Et il y avait tout le souci que cette expérience-là perdure, tant l'équipe clinique qui s'occupait de ces gens-là pour reprendre les outils,
que dans le milieu de vie. Donc, on voyait encore des affiches dans le milieu de vie, même si le groupe est terminé en lien avec la gestion des émotions. Puis, il y a eu un transfert aussi au personnel. Donc, voici là, mon groupe chouchou, le dernier, parce que je pense que quand même, faire des groupes, c'est aussi innover. Donc, moi, j'essaie de cultiver ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette première illustration qu'on va avoir l'occasion aussi d'entendre un peu plus en détail. Maintenant, j'invite Karine Imbeau, donc, à faire la même chose, à nous présenter son groupe. Oui, merci. Donc, moi, je suis dans un organisme communautaire qui s'appelle l'ALPAR. C'est l'Association d'aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite. Puis, ça a été créé, en fait, par et pour les aînés de 55 ans et plus qui ont des limitations physiques et ou cognitives qui sont dues au vieillissement normal ou à la maladie ou à des handicaps. Pardon. On accueille aussi les proches aidants des personnes qui sont déjà membres. Donc, dans le fond, l'organisme a été créé à la suite d'une Xème réforme là, au début des années 2000. Cette tranche de population-là ont perdu leur lieu de loisirs, leur lieu de socialisation. T'sais, ils étaient devenus des cas trop lourds pour participer aux activités des centres de jour, puis ils étaient devenus des cas pas assez lourds, je veux dire, pour participer aux activités des centres de jour, mais ils étaient devenus des cas, en fait, ils n'étaient pas capables de suivre les groupes d'âge d'or non plus dans leurs activités normales. Donc, c'est ça, la majorité des aînés qu'on reçoit, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin d'un lieu de loisirs. Suite à l'isolement social par manque de contacts sociaux qui peut être soit dû à des préjugés négatifs, de l'agisme, la difficulté à sortir de chez eux, l'inaccessibilité des lieux, ou encore toute la complexité des services. Fait que dans le fond, notre mission, nous autres, à l'ALPAR, oui, c'est de briser l'isolement, mais c'est aussi de favoriser l'intégration sociale et la participation sociale des membres en leur offrant des activités adaptées, tout en développant puis en maintenant leurs habiletés relationnelles. Puis, tu sais, on n'a pas de type de groupe particulier, mais c'est vraiment comme je dirais, un contexte organisationnel, là. On pense groupe de la gouvernance jusqu'à la programmation des activités. Puis, on n'offre pas des services à la carte comme on fait, mettons, dans un centre de loisirs où tu t'inscris à un cours de yoga, là. On part vraiment des besoins des membres. À chaque 3 ans, on fait un plan d'action triennal. Puis à partir de là, on crée la programmation, puis ça oriente aussi nos actions puis nos décisions là, dans l'organisme. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis là, peut-être plus tard, je parlerai des différents types de groupes qu'on a. Ouais. Merci beaucoup pour cette autre illustration du travail de groupe. J'invite maintenant Myriam Caillé à nous présenter à son tour une autre forme donc d'application du travail social de groupe. Donc, bonjour, moi je suis donc Myriam Caillé, je travaille comme travailleuse sociale au programme Langage et troubles du traitement auditif à l'Institut Raymond Dewar, qui est un centre de réadaptation là, en déficience physique spécialisé en surdité de communication et qui fait partie du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Donc, ça, c'est le petit résumé de mon implication. Et en fait, je suis aussi impliquée là, avec Ginette au niveau du comité de coordination du chapitre francophone en travail social de groupe depuis 2018. Au niveau du programme Langage troubles du traitement auditif, en fait, c'est un programme qui est reconnu à l'IRD là, pour être très créatif au niveau des groupes. Je vous dirais qu'en général, c'est souvent des groupes plus sous forme éducative, mais le groupe dont je veux parler aujourd'hui, c'est un groupe qui existe depuis déjà une dizaine d'années au programme, qui est un groupe vraiment qui est axé sur l'aide mutuelle. Et puis, c'est un groupe qui s'appelle Vivre avec mon enfant différent. Donc, nous, on l'appelle affectueusement là, le groupe de mères dans notre programme. Et c'est un groupe qui est inspiré d'un groupe qui avait été créé au C3S Laval il y a déjà plusieurs années, qui s'appelait J'apprends à vivre avec mon enfant différent. Qui ciblait des jeunes mères pour les accompagner là, dans le processus d'adaptation là, au diagnostic de leur enfant. On a modifié quand même ce groupe-là au fil des années. C'est un groupe dont on s'inspire quand même. Et puis, le but du groupe, bien sûr, c'est de permettre là, l'échange et le soutien entre les mères qui vivent avec un enfant qui a un trouble du langage,
un trouble du traitement auditif, mais au fil des années, on se rend compte aussi que les mamans ont souvent aussi des enfants dans la fratrie qui ont aussi d'autres besoins particuliers. On peut penser à des TSA, des retards globaux de développement. Donc, c'est pas nécessairement l'usager pour lequel ils sont inscrits à nos programmes qui va causer le plus d'impact dans leur vie quotidienne. Puis, donc, c'est ça, c'est un groupe qui va permettre de briser l'isolement, qui va aider au processus d'adaptation, mais qui va aussi leur permettre là, d'acquérir un pouvoir d'agir. On parlait d'autodétermination tantôt avec Ginette, mais ça va aussi dans ce sens-là. Donc, et je veux juste ajouter, en fait, c'est un groupe qu'on fait en co-animation. Habituellement, c'est travailleur social toujours comme noyau principal, mais avec les années, avec le manque de ressources, on n'avait pas toujours deux travailleurs sociaux. Dans le cas idéal, c'est toujours deux travailleurs sociaux, mais avec les années, c'est un groupe avec d'autres professionnels. Donc, on peut penser là, travailleur social, psychologue, travailleur social, éducatrice spécialisée. Donc, c'est une co-animation. Merci, merci de ces beaux témoignages. Maintenant, dans le temps qui nous reste ensemble, on va diviser le temps en deux parties. Un échange entre Jean-Martin, Myriam, Annie, Karine et moi, OK? Et sur différentes questions de travail social, de groupe. Et à la fin, il y aura un échange avec le public. Alors, une première question qui n'était pas qui était pas dans le PowerPoint, mais qui intrigue peut-être plusieurs personnes dans la salle, c'est quoi les avantages qu'il y a à utiliser le travail social de groupe? Parmi vos expériences, c'est quoi vous pouvez relever en termes d'avantages? La parole est à vous. Ben, je peux parler de chez nous, dans le fond, à l'Alpar. Nous autres, en fait, la culture organisationnelle, comme je disais tantôt, qui est de pensée groupe, a vraiment pour effet de prioriser les besoins à partir de la base. Donc, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous permet d'être capable, en fait, de nous réorganiser sur un dizaine, un peu comme on a vu dans le temps de la pandémie. Puis, un autre avantage aussi qu'on a, moi, je trouve que c'est vraiment un outil puissant d'empowerment chez les membres. Tu sais, le fait de sentir qu'ils ont un mot à dire, qu'ils ont un impact sur l'orientation de l'organisme, crée chez eux un fort sentiment d'appartenance. Ils sont vraiment très investis là, dans le processus démocratique et dans la gestion participative aussi. Tu sais, nous autres, on a un conseil d'administration, puis c'est les membres qui siègent sur le conseil d'administration. Puis à chaque année, quand vient le temps là, de l'Assemblée générale annuelle, il y a des élections. Fait que ça veut dire qu'il y a plus de membres qui se présentent que de sièges qui sont disponibles. C'est un bon signe, ça. Hein? Oui, exact. Oui. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les avantages pour vous d'utiliser le travail de groupe? Je peux peut-être y aller, moi, étant dans le réseau. Hein, je suis chanceuse, nous, on a vraiment le goût, puis on peut en faire. On a une quinzaine de groupes qui roulent là, dans mon secteur, mais je trouve qu'on sort, moi je travaille en santé mentale, puis je trouve qu'on sort de la fameuse diade hein, de l'individuel qui est dans le bureau, puis là, bon, je vous ai parlé d'un groupe, il y en a d'autres aussi qu'on fait, mais je trouve que c'est beaucoup plus fort pour les usagers de dire, ben, c'est quelqu'un d'autre qui vit la même chose que moi. Ça fait beaucoup plus écho. Puis Ginette, tu parlais d'humilité, hein? De parler de symptômes psychiatriques, quand c'est quelqu'un qui les vit, ben, ils sont clairement bien plus crédibles que moi, puis ça fait des échos. Fait que moi, c'est là la plus grande force du groupe. Je vais faire du bon sur ce que tu dis, Annie, parce que en fait, nous, dans le groupe de mères, entre autres, c'est vraiment ça, le besoin d'échanger avec d'autres parents qui vivent la même chose que soi. C'est des mamans qui vivent très isolées. Dans la problématique qu'elles vivent à l'école, leurs enfants sont très différents des autres enfants qu'elles côtoient. Elles peuvent pas partager ça avec grand monde. Donc, le fait de faire du groupe, c'est vraiment un espace pour elles où elles peuvent vivre pleinement les émotions, les préoccupations, puis en parler de façon très ouverte.
Puis je dirais, tantôt, on parlait là, du rôle de soutenant, puis d'être soutenu, c'est vraiment incroyable comment chaque parent va pouvoir jouer un rôle euh, dans le groupe de soutenir les autres, puis en même temps de venir chercher pour eux-mêmes, en fait, Mm. l'énergie là, du groupe, là. Mm. Tu sais, je rajouterais, mesdames, si vous me permettez, tu sais, je vous écoute parler, puis ça permet vraiment, moi, je trouve, la collectivisation des enjeux sociaux. Tu sais. Ils se sentent moins seuls. Puis, tu sais, à la limite, je dirais même que le travail social de groupe permet donc de, tu sais, de promouvoir la solidarité, la coopération, puis l'entraide qui, ultimement, mène à l'intelligence collective. Tu sais. Mm. Mm. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le groupe devient une ressource de changement. Tu sais, il passe un peu de l'individuel au collectif. Tu sais, il passe du moi au nous. Puis nous autres, on voit vraiment, tu sais, que ça leur donne un lieu d'appartenance, voire même un lieu d'existence, là. Ouais. Oui, pour compléter aussi, je dirais le savoir collectif qui est fascinant aussi dans un groupe, les façons de comprendre les situations, mais aussi les solutions possibles qu'on peut trouver en groupe. Quand on utilise justement la personne qui est experte de sa situation, ben, quand on multiplie ça par le nombre de personnes dans un groupe, c'est vraiment magnifique. Et aussi, dans d'autres contextes, se confronter aussi. Mm. Il y a, il y a du soutien, mais aussi des façons un peu de se remettre en question qu'on ne peut pas faire non plus, nous, comme professionnels, que je trouve qui est une source aussi de savoir ou d'émergence je dirais, de perspectives nouvelles sur la même situation. Mm. C'est intéressant parce que vous venez compléter ce que moi j'ai essayé d'amener en 15 minutes. Le groupe comme ressource comme planche de changement ou comme véhicule de changement, il prend toute sa force quand on est capable de vivre l'aide mutuelle. Et c'est vraiment fort. Puis dans vos mots, vous parlez du traitement des tabous, vous parlez également du soutien mutuel, puis de la force du principe je vous aide en m'aidant et vice-versa. Ouais. Et toute la créativité qu'il y a dans un groupe en plus. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez noter par rapport aux avantages? Ben, peut-être ajouter que, bon, la clientèle en santé mentale, malheureusement, des fois, hein, il y a encore tu parlais de tabou, mais de la stigmatisation, ou il y a encore, fait que l'effet de groupe, c'est comme si ça amenuisait ça, hein, ils sont comme Mm. les autres, puis c'est vrai qu'ils ont des enjeux comme les autres. Je vous parlais d'enjeux relationnels entre certaines personnes qui vivent ensemble, ben, ça nous arrive à nous aussi, hein. Donc, on veut bien là, que ça aille tout le temps bien, mais fait, que je trouvais qu'il y avait quelque chose de normalisant, de validant chez ces personnes-là, des fois qui ont tendance à être mises un petit peu plus de côté. Puis ça, ben, c'est encore là, c'est la force du groupe là, qui Mm. permet d'aller chercher ça. Fait que je trouve que c'est vraiment utile pour certaines clients, ben, pour toutes les clientèles, mais encore plus pour des clientèles qui ont une vulnérabilité, là. Mhm. Tu sais, je rajouterais même que, en fait, tu sais, ça fait du bien pour eux. Tu sais, vous autres, c'est en santé mentale, nous autres, c'est des aînés. Tu sais, c'est comme si ça les plaçait. Tu sais, on parlait un peu d'égalité, rapport égalitaire. Tu sais, nous autres, nos membres sont comme devenus des experts de leurs besoins, des exprimés aussi, avec l'ébauche, comme je disais, entre autres, du plan d'action, mais c'est fait étrange à dire, mais sont devenus experts aussi dans l'évaluation des compétences des intervenants, des stagiaires. Tu sais, sont habitués d'avoir des stagiaires à chaque année. Puis souvent, on va entendre nous dire, hey, elle, ça va être une bonne, tu sais. Ouais. C'est vraiment des experts. OK. Est-ce que ça va pour ça? Parce qu'on pourrait passer à l'autre question de discussion que nous avons. Vous avez d'autres choses à ajouter plus tard? Vas-y donc, Jean-Martin. Il y a quelque chose aussi, je trouve, qui nous délivre dans le fait de, quand on utilise les forces d'un groupe, c'est qu'on sent toute la puissance du soutien qu'on ne peut pas offrir seul. Puis je trouve de façon Mm. pas strictement égoïste, moi je trouve qu'à ce moment-là, ça amène un rebond grâce à un groupe que je n'ai pas ressenti en intervention individuelle. Et donc, parfois, quand on se demande est-ce que je devrais faire du travail social de groupe ou pas, on peut avoir l'impression que c'est plus de pression.
je dirais au contraire, c'est plus d'énergie qui viennent contribuer à la force du changement. Oui, bien Puis, ça, vas-y, Myriam. je vais juste faire du pouce sur ce que Jean-Martin dit parce que, en fait, dans plusieurs suivis individuels, en tout cas que de mon côté, souvent, je me dis, ben, je suis pas à la bonne place avec cette personne-là. Cette personne-là, elle bénéficierait tellement du groupe parce que en ce moment, on est comme pris, on est coincé, on n'avance pas, mais le groupe lui donnerait cet élan-là pour aller avancer davantage pour du changement. Fait que oui, des fois, je trouve que le groupe, c'est le meilleur moyen là, pour intervenir avec certaines personnes, là. Et dans tout ça, c'est quoi la position que vous avez comme TS? C'est quoi votre rôle? Comment vous amenez votre groupe jusqu'aux belles manifestations dont vous venez nous parler? Ben, nous autres, on est un groupe tu sais, qui est relativement autonome, puis il est quand même très mature. Fait que souvent, on va comme pouvoir rester en périphérie. T'en parlais tantôt, Ginette, tu sais, puis on va pouvoir intervenir juste aux besoins. Mais surtout, on va surtout servir comme à être un peu gardien de l'harmonie, de l'équilibre, de la cohésion. On va être là pour rappeler les règles aussi. Mais souvent, ils vont se l'auto-rappeler les règles aussi, tu sais, en début de groupe. Puis, tu sais, je n'ai pas parlé tantôt, mais nous, on a plusieurs types de groupes, mais on a comme un grand groupe ouvert là, de 15 à 35 personnes, puis les gens changent tout le temps, en fait, d'une semaine à l'autre, quoi qu'ils reviennent toujours, finissent tous par se connaître, tu sais. Mais c'est ça, quand je te dis qu'ils rappellent les règles, c'est entre eux, tu sais, si les gens vont se mettre à parler, ils vont s'auto-rappeler les règles parce que c'est eux qui ont décidé, en fait, des règles de fonctionnement. Tu sais, je veux pas prendre toute la parole, les filles, je sais pas, vous autres... Moi, je peux ajouter que mon rôle, tu sais, je pourrais amener j'anime des équipes professionnelles, hein. Fait que quand on parlait de ne pas être expert, quand on parlait ben ça se joue, hein. C'est mes collègues. Pour moi, on est tous égaux, mais j'ai quand même un rôle. C'est moi qui l'anime. Fait que comment je me positionne là-dedans, comment j'essaie ben justement, d'accompagner, comment de laisser place à ces professionnels-là qui ont toute l'expérience, qui ont l'expertise puis qui veulent se réunir pour trouver des solutions ensemble. Fait que je trouvais que c'était encore plus évident ce rôle-là, le percevoir dans une équipe professionnelle. Puis pour moi, l'autre rôle qui est vraiment, vraiment important, c'est comment je vais me présenter pour animer ce groupe-là. Ça va être quelle ambiance je vais essayer de créer ou en tout cas, tu sais, dans les milieux, ça va vite, on le sait pas tout le temps. Des fois, on arrive pas trop, tu sais, on est pressé, mais pour moi, l'accueil des gens, puis ça va être quoi le ton qu'on va donner, joue tellement. Puis ça, c'est mon rôle comme TS quand j'anime un groupe. Donc, Oui, moi je dirais que c'est d'être capable de créer le sentiment là, de sécurité pour les participants, les membres qui vont être là. On travaille beaucoup, nous, avec une clientèle très multiculturelle. Donc, chacun arrive avec des parcours migratoires différents, avec des parcours familiaux différents, des contextes de vie différents aussi. De permettre cet espace-là sécuritaire où les gens se sentent bien puis qu'il y a quelque chose de chaleureux là, pour les accueillir. Là, l'accueil, comme tu disais, Annie, là, ça, c'est super important, mais tout au fil des rencontres pour que on, on puisse avoir comme un espace d'échange où les gens vont être à l'aise aussi de nommer des informations qui sont importantes pour eux, là. Mm. Moi, je rebondirais là-dessus en disant aussi, tu sais, que en créant cette espèce d'environnement sécuritaire-là, c'est aussi, on leur permet d'aller pratiquer, comme on parlait avec Ginette tantôt, d'aller pratiquer leurs habiletés sociales, en tout cas pour nous autres, tu sais. Fait qu'on va être un peu comme des fois des coachs groupes un peu, tu sais. Puis aussi, ce que je remarque, c'est que surtout au début, tu sais, les gens vont avoir tendance à nous parler à nous. Fait que ça va être aussi dans notre rôle de retourner, si tu veux, leurs préoccupations ou leurs questions au groupe parce que, comme on a dit, tu sais, souvent, c'est eux autres les experts, puis ils ont souvent les ressources à l'interne. Puis sinon, tu sais, je rajouterais aussi, nous autres à l'Alpha, on va être, je ne sais pas si on peut appeler ça des facilitateurs, mais on va vraiment faire remonter leurs besoins, leurs problèmes aux instances qui ont un impact plus au niveau macro.
sais, on a la chance de pouvoir siéger sur des tables de quartier aînés, sur un regroupement des organismes aînés de l'île de Montréal. Donc, on peut vraiment partir de leurs besoins de la base et les faire remonter. Mm. Alors, notre ami Schwartz, il dirait, vous êtes dans un rôle de médiation. Mm. Oui, effectivement. Est-ce que moi, j'entends beaucoup que de créer un climat de sécurité, de confiance, c'est très important, d'être aussi sensible à l'accueil ou à ce qui se passe en Mm. début de rencontre. C'est important. Toi, Jean-Martin, y a-t-il d'autres choses que tu vois dans ce que les filles ont apporté? Ça résume bien. Oui. OK. Alors, si on passe à autre chose, c'est la place de l'aide mutuelle dans vos groupes. Quelle est-elle? Je peux commencer. En fait, je dirais, est super importante. Des groupes pour lesquels ça décolle moins vite, puis il y a des groupes pour lesquels ça arrive très, très vite. Fait que, mais ça, c'est vraiment intéressant de voir les dynamiques de groupe, comment ça change. Je dis, comme un des thèmes, entre autres, qui revient tout le temps là, dans les besoins là, qui sont nommés par les participants, c'est l'avenir de mon enfant. Qu'est-ce que mon enfant va pouvoir faire? Est-ce qu'il va pouvoir travailler? Il va-t-il aller à l'université? Il va-t-il avoir une vie amoureuse? Ou si on se rapporte plus jeune, est-ce qu'il va être invité à une fête d'amis? Donc, on est beaucoup dans ces préoccupations-là. Puis, les parents qu'on recrute, en fait, souvent les mamans, c'est un groupe assez hétérogène. Les âges varient beaucoup. Fait qu'on peut avoir des parents avec des enfants en petite enfance, mais il peut y avoir aussi des enfants qui sont plus début de l'adolescence. Fait que chaque parent devient comme une source d'aide, une source d'information Mm. pour partager un peu le vécu qu'ils ont eu, parce qu'il y en a qui ont déjà passé à travers certaines transitions, que d'autres pour lesquelles ces transitions-là sont à venir. Puis, il y a beaucoup de confrontations d'idées. Parce que quand même, les réalités actuellement dans le milieu scolaire sont différentes d'une école à l'autre. Les manques de ressources sont différents. Il y a des parents qui vont bénéficier de beaucoup de services. Il y en a d'autres qui en auront aucun. Fait que c'est sûr qu'on part avec on veut le mieux, mais on parle pas toujours de la même chose parce qu'on n'a pas nécessairement accès à tous ces services-là. Fait que la confrontation d'idées, elle a beaucoup. Puis là, je veux pas trop parler, fait que je laisse la place à Annie puis à Karine. Je peux y aller. Nous autres, on n'a pas vraiment. En fait, l'aide mutuelle, elle est très présente et elle traverse en fait toutes les sphères. Mais tu sais, on n'a pas vraiment, nous autres, de thèmes définis qu'on va aborder. C'est pas des groupes de soutien comme Annie puis Myriam ont nécessairement. Les thématiques qui vont émerger, ça va être souvent ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Là, c'est des aînés à mobilité réduite, donc toute l'accessibilité aux soins, les choix de résidence ou le processus en placement d'hébergement. Ils vont aborder l'approche aidance, le deuil de leur autonomie, le deuil d'un être cher aussi. Des fois, il va y avoir des discussions aussi autour de l'accès à des programmes. Tu sais, il y a eu récemment l'assurance dentaire. Donc, soit c'est nous qui apportons ces informations-là, ou soit c'est eux entre eux qui vont ouvrir les discussions. Puis ça va être vraiment sous discussion informelle qui peuvent durer 5 minutes à 30 minutes, qui peuvent revenir la rencontre d'après ou pas. Fait que c'est vraiment des phénomènes d'aide mutuelle qui vont émerger spontanément. Puis, tu sais, juste un exemple comme ça, il y a une dame, son mari venait à nos activités, puis là, il est décédé. Fait que comme une semaine ou deux après, elle est venue dans le groupe, on la voyait pas souvent. Elle est venue dans le groupe vraiment chercher du réconfort. Fait que, tu sais, ça a vraiment été un beau, il était comme peut-être une trentaine dans le groupe, puis ça crée vraiment un beau phénomène, là. Tout le monde l'a entouré, l'ont supporté. Il y a même des gens qui s'étaient jamais ouverts au groupe qui ont avoué avoir vécu des choses similaires. Il y a des larmes qui ont été échangées. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Donc, ça va être des choses spontanées comme ça qui vont émerger.
Nous, dans le dernier groupe, hein, évidemment, j'avais de la relève qui me challengeait sur l'aide mutuelle puis comment ça doit faire partie des groupes. Fait que ça a beaucoup été visé dans le dernier groupe, celui que je vous parlais là, avec les résidents chez eux. Et puis, elles ont pu elles ont pu la faire émerger, l'aide mutuelle. Puis, quand même, c'est des gens qui ont des difficultés fonctionnelles, que c'est pas toujours évident. Puis, il y avait des moments où les personnes étaient capables de confronter les idées, étaient capables aussi de s'encourager en disant, ben toi, tu as telle force. Hein? Une dame qui dit, ben moi, j'en ai pas de force. Non, 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 je t'ai vu l'autre jour faire telle chose, je t'ai vu faire. Hein, ça venait des résidents entre eux parce qu'au départ, cette demande de groupe-là venait d'eux. Hein? Ils vivaient des difficultés puis ils voulaient trouver des solutions. Donc, le souci était là, que ce soit pas des trucs qu'on leur descende pour dire, ben faites telle chose, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, on a pu le voir dans les discussions, dans les mises en scène, les jeux de rôle qui ont été faits. Puis même, on l'a vu que ça a débordé, hein, du groupe. C'est sûr que c'est dans un milieu de vie, mais pour se préparer à venir au groupe, une dame qui marche avec un déambulateur puis qui a de la misère, ben quelqu'un d'autre y amène ses feuilles pour dire non, non, viens. Fait que je trouve que ça, c'est beau parce qu'il y avait quelque chose qui dépassait le groupe par des initiatives là, de chaque personne qui était bien investie. Ce que vous apportez est très inspirant, je trouve, et précieux parce que il y a beaucoup aussi de TS qui vivent la réalité suivante. Voici le groupe que tu vas donner, voici le livre avec les connaissances. On peut avoir l'impression donc que la compétence, c'est transmettre cette brique d'information-là. À partir du jour 1, soir 1, on parle de telle chose, soir 2, voici l'information à transmettre. Puis donc, on peut se sentir que bien faire son travail, c'est transmettre toutes ces informations-là, alors que ce que vous amenez à travers vos expériences, c'est autre chose. C'est que les connaissances partent du groupe, que le changement, l'encouragement, un mieux-être aussi général provient du groupe aussi. Je pense que c'est important comme repère à notre relève aussi, ou d'autres, des tests d'expérience qui se demandent est-ce que je devrais faire du groupe, puis est-ce que c'est transmettre ce gros livre-là qui peut sembler intimidant, alors que tout simplement, l'aide mutuelle répond à beaucoup de ces besoins-là. Je voudrais ajouter, des fois, tu sais, là, on parle beaucoup que le groupe va permettre aux gens d'aller découvrir leurs forces puis tout ça, mais je veux ajouter que le groupe va aussi des fois faire ressortir les fragilités parce que on a des fois des participantes qui y arrivent avec un bouclier qui se sont forgés au fil des années pour se protéger, puis à entrer dans ce groupe-là, ben ce bouclier-là, il est en train de se défaire, puis là, ils sont pas conscientes encore de tout ça, puis de vivre cette émotion-là, c'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu, fait que ça peut bousculer beaucoup aussi le groupe quand même. Fait que je pense il y a aussi toute l'espèce de lien dans le groupe pour accueillir ces émotions-là aussi qui sont vraiment importantes, là. En fait, puis si tu permets, Ginette, parce que c'était une question aussi qu'on se posait concernant cette dualité-là qui peut exister parfois entre les thèmes ou le contenu qu'on nous dit de transmettre, puis en même temps l'aide mutuelle, donc se baser sur les forces du groupe, sur les connaissances du groupe. Est-ce que vous avez des exemples de situations où vous aviez donc des informations à transmettre, où vous avez une partie éducative, entre guillemets, à réaliser, et en même temps, comment vous faites pour vraiment faire vivre l'aide mutuelle tout en ayant ces informations-là à transmettre? Ben, de notre côté, le groupe au départ était un groupe très manualisé. Donc, avec des thèmes dans l'ordre, puis tout ça. Nous, on a décidé de le remodeler pour comme garder en tête ces thèmes-là, comme parce qu'on sait que c'est des choses qui reviennent, mais de remettre ça dans les mains du groupe, puis de dire, ben, vous, c'est quoi vos préoccupations? De quoi vous aimeriez qu'on parle? Euh, puis, je pense que cette façon de faire-là était intéressante parce que ça nous permet justement de sortir du cadre puis de l'espèce de format qui est comme très rigide des fois qu'on se donne de vouloir passer plein de choses.
Fait qu'il arrive des rencontres où on prépare des activités en fonction justement de ce qui a été choisi par le groupe pour aider à la discussion, aider au travail, puis tout ça, mais finalement, on passe pas au travers du tout. Puis je pense qu'il faut pas sentir de culpabilité à pas passer le matériel parce qu'au bout du compte, tout le processus qui a été fait pendant cette rencontre-là est aussi important puis aussi nourrissant, là. Ça va dans la même chose, hein. Dans le fond, ce fameux groupe-là était quand même vraiment préparé. Il y avait toute une structure qui voulait être amenée étape par étape, hein, parce que on parle pas de comment on gère les conflits sans avoir parlé d'émotions, mais il y avait toute une place. Dans le fond, à ce qui était en train de se vivre. Des fois, on le savait qu'il y avait eu certaines situations problématiques, on le savait qu'il y avait eu certaines choses. Fait on était capable de prendre en compte ce contenu-là. Fait que oui, une partie préparée, mais je pense qu'il faut surtout être capable d'envisager qu'il y a plein de choses qui vont arriver puis qui ne font pas partie de notre manuel ou de ce qu'on a préparé. Puis ça aussi, au fond, on parlait de l'individuel, hein, mais c'est un petit peu la même chose. En individuel, ça fait ça aussi. Des fois, on a un bel objectif, puis finalement, c'est complètement autre chose. Mais dans le groupe, c'est la même chose. C'est juste qu'il va falloir gérer les interactions, il va falloir le gérer autrement. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on y arrive, là, en préparant pas trop serré. Ça me fait penser à ce que Ginette disait tantôt, c'est structuré mais flexible. Oui, c'est tout un défi, ça. Structuré mais flexible. OK. On devrait avancer parce que si on veut laisser de la place à nos participants, écoutez, on aurait trois petites autres questions. C'est quoi votre plus grande réussite? Ben moi, je peux y aller. Dans le fond, je vais vous en nommer une. Moi, j'ai fait du travail social de groupe comme stagiaire et ben, j'ai pu, dans le fond, accompagner des stagiaires à en faire. Fait que pour moi, d'avoir eu ça, ça a toujours fait partie de ma pratique. Fait que je me dis, ben, d'être capable de passer le flambeau à d'autres, de leur donner cette passion-là, ce goût-là. Pour moi, je me dis, ben, mon travail de travail social est fait là parce que vous l'avez dit, Monsieur Malenfant, il y a plusieurs, il y a trois types de modalités d'intervention, puis le groupe, ça en fait partie, puis ça fait partie de qui on est comme travailleurs sociaux. Fait que de pouvoir passer ça à la relève, moi, je suis vraiment fière. Parlant de passer ça de génération en génération, moi, j'irais plus, en fait, dans le groupe. Nous autres, c'est vraiment cette espèce de sentiment d'appartenance-là, puis de valeur, de culture organisationnelle qui se passe de génération, oui, d'intervenants, mais de membres aussi, tu sais. Puis, ce qui me rend particulièrement fière à l'Alpan, c'est toute l'espèce de phénomène d'empowerment, tu sais. Autant, il y a la participation sociale qu'on a qu'ils ont en fait réussi à se créer entre eux autres par leur sentiment d'appartenance. Il y a plein de membres qui s'impliquent, tu sais, ils s'impliquent dans différents projets, comme par exemple sur l'accessibilité de la promenade maçon. Il y a un de nos membres qui s'est impliqué dans ce projet-là. Il y a un de nos membres qui s'est impliqué dans l'ouverture d'une ressource dans le quartier. Aussi, il y a un de nos membres qui s'implique dans la mise sur pied d'un projet pilote là, pour l'inclusion numérique des aînés. Fait qu'il y a tout ça. Mais on a aussi un phénomène d'empowerment communautaire, si on veut. Tantôt, je disais, on a plusieurs types de groupes. On a l'Alparange, ça s'appelle, c'est un groupe plus axé sur la tâche parce qu'au bout de l'année, on produit un spectacle. C'est comme le gros happening culturel du centre communautaire où on est. Fait que, on voit tout le phénomène d'empowerment individuel. On a vu une femme là, avec une phobie sociale participer au spectacle, mais aussi ce que ça fait au niveau de la communauté. Tu sais, la première fois qu'on a pu donner un spectacle après la pandémie, c'est comme si notre groupe avait sonné le glas de la pandémie dans le centre. Tu sais, c'est comme si tout le monde a respiré puis fait OK, tu sais, on peut revivre, là. Fait que nos membres sont vraiment... Ça, c'est le processus de groupe, en fait, qui fait ça. Puis ils sont vraiment inspirants là, par leur désir de vivre puis de prendre leur place dans la société. De mon côté, je dirais que c'est pas tant une réussite personnelle comme une réussite du groupe, parce que on peut pas s'attribuer la réussite nécessairement du côté d'Annie. L'exemple était bon pour ta réussite personnelle, mais pour une réussite de groupe, je dirais c'est de réussir à faire dire à quelqu'un qui venait vraiment de reculons au groupe,
c'est la meilleure chose que j'ai faite de participer à votre groupe. C'est ce qui m'a aidé le plus en ce moment. Je suis vraiment contente finalement d'être venue. Fait que ça que quelqu'un me dise ça à la fin d'un groupe, je me dis, wow, on a atteint notre objectif. Donc, Wow. Et si on enchaîne, c'est quoi les obstacles les plus fréquents que vous rencontrez? Nous autres, ce serait le maintien de la cohésion. Ça, on parlait tantôt dans nos rôles qu'on est un Ouais. peu gardien, si vous voulez, de la cohésion, de l'équilibre. On, on est un grand groupe, puis il faut toujours garder dans tête qu'on veut que les membres continuent de se reconnaître. Parce qu'on a beaucoup de demandes qui viennent, oui, c'est des aînés qui vieillissent, mais qui ont une majeure en déficience intellectuelle ou avec des problèmes de santé mentaux. Donc, oui, on en intègre, mais il faut y aller comme tranquillement. On a comme inventé un terme, une capacité d'absorption. Je ne sais pas si on l'a inventé ou si ça existait déjà, mais on est toujours à la recherche de jusqu'où le groupe est capable d'absorber une nouvelle personne un peu différente, tout en maintenant, c'est ça, c'est le maintien de la cohésion. C'est ça qu'on recherche, là. Puis ça nous force des fois à ralentir l'inclusion de certaines personnes qui est un peu contre notre nature. Mm. C'est un défi des groupes ouverts, Karine. Ouais, c'est Et ça. groupe ouvert large en plus, que tu as beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, on a peut-être une 80aine de membres, hein, en tout et pour tout. Hein. Moi, dans ma pratique, j'ai deux défis là, que je voulais nommer. Ben, le premier, c'est au niveau des locaux. Hein, on parlait de l'importance de Mm. l'accueil, on parlait au niveau de tout ça. Puis bon, j'ai déjà fait un groupe pour des proches aidants. Là. Mais tu sais, quand, quand t'es pas super bien installé, quand ils sont trop tassés, bon, fait que ça, je trouve que ça peut être plus difficile, là, ou pas trop d'espace pour travailler. Fait que ça, les locaux. Puis nous, ben, je vous l'ai dit, hein, mon milieu est bien axé sur les groupes, puis on aime ça, puis c'est correct. Sauf que des fois, la bonne idée, puis les choses sont préparées. On parlait de manuel tout à l'heure, mais des fois, c'est difficile de les reproduire dans le temps. Fait que on le fait une fois, puis là, oups, la personne qui était pivot est partie. Donc, des fois, c'est comme si on recommençait les choses. Donc, ça, des fois, au niveau de la motivation, parce qu'il faut quand même Mm. être motivé, je pense, pour vouloir animer un groupe, s'impliquer là-dedans, ben ça, des fois, ça peut affecter ça. de notre côté, je dirais le recrutement. Le recrutement, Mm. c'est comme toujours un défi. On, heureusement, on part d'un bassin quand même d'usagers, là, les mamans des enfants qu'on suit au programme. Mais c'est quand même d'être capable d'identifier les besoins chez ces mamans-là, d'aller les contacter, qu'elles soient disponibles, d'avoir un horaire commun qui fonctionne, qu'il n'y ait pas de contraintes parentales ou contraintes professionnelles. Donc, nous, habituellement, le groupe est offert de jour parce que ça a été essayé dans le passé de soir, mais de soir, c'était juste plus compliqué là, de faire des groupes pour ces moments-là parce que le 5 à 7 là, officiel avec les enfants était pas possible. Là. Et elle voulait bien le faire, là, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, le jour est resté à un moment. Donc, c'est de trouver, en fait, c'est ça, les personnes qui vont accepter ces contraintes-là d'horaire aussi pour venir participer là, avec nous. Donc, le recrutement, ça reste toujours un défi. Là. On serait rendu à un moment où finalement on lance un appel au restant du groupe ici présent, un petit peu plus vaste. Mais donc, est-ce qu'il y a des questions? Il peut y avoir du scepticisme aussi. Toutes les remarques, questions sont les bienvenues. Alors, la parole est à vous. Peut-être que pendant que vous absorbez le choc d'être questionné aussi, on peut se garder une question en réserve. Myriam, Karine et Annie, qu'est-ce que le groupe vous a apporté aussi sur le plan personnel et professionnel? Alors, il y a une première main levée ici, Caroline, pardon, Sauvé. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonjour, je suis travailleuse sociale dans le réseau, moi aussi. Donc, ma question va peut-être plus orientée vers Annie.
On sait, bon, là, ça a été mentionné, là, c'est vraiment un défi là, dans le réseau avec notre grande rigidité en un fonctionnement, en un processus. Comment, comment ça peut être abordé, comment ça peut être apporté aux gestionnaires de vendre le vrai travail social de groupe et non pas le fameux manuel de tiens, voilà ma belle, applique cela. Y a-tu des arguments vendeurs? Moi, j'en ai en tête, là, justement, la richesse de l'empowerment, toutes les valeurs du travail social. Il y a des Mhm. gestionnaires qui accrochent à ça puis qui y croient. Il y en a d'autres un peu moins, mais on a des choses top-down qui descendent souvent. Donc, y a-t-il des stratégies ou des façons de l'apporter qui pourraient peut-être être gagnantes pour faire vendre le vrai travail social de groupe? Ben, puis dans le fond, peut-être que les autres pourront aider, mais pour nous, ça a vraiment été de démontrer que, ben, il n'y a pas vraiment de plus-value à le faire, mettons, la même chose 12 fois en individuel. Hein, plutôt que de réunir plusieurs personnes. D'une part, ça va être plus riche, il risque d'aller plus loin. Donc, il y a vraiment, c'est bon, ça fait très, tu sais, bon, performance et tout ça, mais je crois que ça peut être un écho parce que au final, c'est ce que ça donne. Là. Ça donne que quelque chose qui est monté, qu'on maîtrise bien puis qui va bien, ben c'est moins long que de faire un paquet la même fois des choses individuelles, la même, voyons, plusieurs fois des interventions individuelles. Donc, c'est une partie de la réponse. Pour moi, en tout cas, il y a eu un peu de ça. Sinon, ben, c'est de bien le définir, hein. C'est quoi le travail social de groupe? C'est quoi les avantages? Puis je pense que si nous, on y croit, puis de dire, ben, je veux l'essayer, puis de s'impliquer, je pense que ça peut aussi faire écho. Là. Mhm. Moi, j'ajouterais à ceci que ben, c'est un long parcours, je pense, que de faire reconnaître la pratique du travail social de groupe, parce qu'on l'aide mutuelle, comment tu fais pour dire que ça va aider à la résolution de problèmes et tout ça. C'est comme, c'est pas comme si, bon, OK, j'ai traité tel thème, ça y est, on l'a mis dans le cahier. C'est autre chose. Donc, c'est un long parcours, puis en même temps, on a une bonne responsabilité qui est de documenter notre pratique et d'en parler et de donner les bons coups qui ont été faits et des fois de parler le langage des gestionnaires. Ah oui, puis ça a permis de réaliser tel objectif. Et je trouve que on est très silencieux sur les bons coups qu'on peut faire en travail social de groupe et qu'il faut vraiment se vendre et faire la promotion nous-mêmes. Bon, c'est un point de vue. Oui, merci Ginette. Myriam? Ben, en fait, j'allais dire que vendre le travail social en général, même en institution, c'est difficile. Fait que je compatis avec Caroline, là. Des fois, de faire comprendre à nos équipes qu'est-ce qu'on fait en individuel, c'est pas évident. C'est quoi notre rapport? Fait que vendre le travail social de groupe, c'est comme une étape supplémentaire. Moi, ce que j'ai vécu, en fait, dans le passé, c'était beaucoup, dépendamment des gestionnaires, une croyance populaire que le travail de groupe, parce que c'est ce qu'ils pensent que ce qu'on fait, en fait, c'est quelque chose qui appartient plus à l'associatif, donc qui fait pas partie du processus de réadaptation. Mais je pense que il faut vraiment comme essayer, comme Ginette disait, de définir c'est quoi le travail social de groupe, c'est quoi la part, c'est quoi la spécificité pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la différence parce qu'ils mettent tout dans le même paquet, en fait. Hein. Fait que oui, puis ça demande beaucoup d'énergie quand même quand c'est pas déjà bien implanté, là. De notre côté, on est chanceux dans notre programme, on a quand même une autonomie professionnelle beaucoup par rapport à ça. Là. Tant mieux. Merci Myriam. Annie? Pour en rajouter, j'ai fait un groupe de proches, là, je vous l'ai dit, pendant plusieurs années, puis je prenais la peine de passer des questionnaires de satisfaction à la fin des séquences, là. Et puis, ben, je faisais toujours un petit résumé pour envoyer ça au gestionnaire. Je trouvais que là, c'était plus moi, hein, qui le vendait, je me servais du groupe pour dire ben, ce qu'il aimait moins, les avancées. Donc, ça a été quand même quelque chose qui a été utile puis qui était apprécié par les gestionnaires. Une autre bonne idée. Merci Annie.
Moi, je dirais aussi de façon schématique, articuler les besoins des gens qui participent au groupe, les objectifs du groupe et de quelle façon l'aide mutuelle répond à ces éléments-là. Mm. Et aussi, de façon concrète, quelles sont les réponses possibles de l'aide mutuelle aux besoins et aux objectifs déjà existants parfois. À travers une approche manualisée, justement, on nous impose des objectifs, mais à quel point, justement, le travail social de groupe peut y répondre. Une autre question dans la salle. Oui, Gemma. Oui, d'abord, merci beaucoup de, de cette rencontre pour revaloriser le travail du groupe. Comme peut-être les participants ont exprimé, on a vécu aussi une période où les groupes étaient plutôt, c'était pour l'organisation communautaire, c'était les statistiques qui comptaient, en fait, c'était l'individuel pour montrer ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup. Je crois beaucoup dans les groupes aussi. Et à ce moment, je supervise une étudiante en maîtrise qui fait un travail de groupe pour les demandeuses d'asile enceintes ou récemment accouchées. Mais je crois quand même, comme je pense que une personne a mentionné, le recrutement, c'est un défi. Tu sais, elle avait tout préparé, tout découvert, et puis elle est vraiment une personne qui favorise l'aide mutuelle, mais même le recrutement, c'est quand même un défi parce que des fois, on commence avec deux personnes parce que les personnes n'ont pas pu venir, difficile de venir avec un enfant, pas d'argent, etc. Là, alors, je pense que c'est important de faire enfin, demander vraiment de faciliter, de pouvoir participer, d'enlever les obstacles pour venir, parce que la volonté est là, mais ça prend déjà du temps pour démarrer un groupe. Une fois que ça marche, tout le monde veut venir, mais c'est vraiment quelque chose à discuter aussi avec les chefs et les gestionnaires. Mhm. D'enlever les obstacles donc de participation au groupe, en effet, c'est une responsabilité de l'organisation et pas juste des TS, hein. Merci et bonne poursuite dans votre pratique de groupe. Alors, il y avait Sabrina qui avait levé sa main. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Super. Moi, ma question, c'est un peu par rapport à des enjeux qui ont été touchés là, au niveau de la cohésion du groupe et ça touche aussi le recrutement. En tout cas, nous, on réfléchit à peut-être justement offrir un groupe. Puis, ce qui est difficile, on dirait, dans notre réflexion, c'est comment, donc notre groupe, ce serait pour des parents, là, ça ressemble peut-être un peu au groupe de Myriam Caillé, là, au niveau des parents pour des enfants qui ont des conditions. Puis c'est là où on se questionne sur si les enfants ont vraiment des différences d'âge, c'est que vous avez mentionné ça, mais aussi des différences dans les diagnostics et donc des différences dans un peu les impacts là, dans la vie quotidienne. On se demande c'est où la limite justement pour créer un groupe où l'aide mutuelle peut vraiment être au centre. Donc, je me demande si vous avez un peu des expériences par rapport à ça qui peuvent guider des fois ces décisions-là. Je peux répondre parce que ça semble un peu dirigé vers, vers le groupe. On a réfléchi à ça, nous, parce que, en fait, pour aider au recrutement, on s'est rendu compte que des fois, même, on avait peut-être notre bassin de clientèle n'était pas assez grand, fait qu'on est allé un peu jouer dans le programme en surdité. On s'est rendu compte que les besoins des parents restent les mêmes, même si les handicaps sont différents. On a eu un groupe où jamais les diagnostics ont été nommés, en fait. Les parents savaient qu'ils étaient
dans ce groupe-là parce qu'elles étaient inscrites à l'Institut Raymond Dewar, mais jamais on a parlé de diagnostic. Puis dans ce groupe-là, entre autres, il y avait une maman qui avait un enfant qui était inscrit à notre programme, puis un enfant qui était un TSA non-verbal, là, vraiment avec beaucoup d'impact. Puis dans son quotidien à elle, c'était plus l'enfant qui n'était pas inscrit qui avait des impacts là, dans ce qu'elle vivait au jour le jour. Donc, on s'est rendu compte en fait que même si les diagnostics sont différents, le vécu des parents est très similaire. Puis, c'est ce qui nous a poussé en fait à ne pas faire de critères d'exclusion par rapport aux problématiques qu'on avait. On avait même ouvert le groupe à une maman qui a une adolescente, ben, jeune adulte là, avec troubles moteurs, parce qu'on a un programme aussi pour plus jeunes adultes là, qui va couvrir troubles moteurs, troubles auditifs et troubles de langage. Donc, pour nous, ça n'a pas été un obstacle du tout parce que le besoin de base était le même, en fait. C'est fascinant à partir donc de la notion de besoin plutôt que d'un diagnostic ou d'un problème spécifique. Il nous reste 1 minute. À 57, on va conclure. Ginette? Euh, je vais juste enchérir ce que Myriam vient d'apporter. L'important, c'est la proximité des besoins. OK? Donc, si on est capable de vraiment avoir un fil conducteur là-dessus, c'est l'essentiel. OK. Alors, ça, c'est vraiment au niveau de la phase pré-groupe, là, à aller chercher. Si c'est, par exemple, de voir que c'est la différence, là, c'est la perception que les gens ont de notre enfant qui fait que nous, on est dérangés, que c'est ça le besoin, ben, il prend la place, puis c'est comme ça. Ils n'auront pas besoin de parler de moi, il est comme ci, moi, il est comme ça. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui est réuni. L'autre aspect que je voulais vous relever, c'est que partout, 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 dans tous les secteurs où on fait du travail social de groupe, le recrutement, c'est l'étape la plus difficile. Et il y a pas beaucoup, je pense que le défi, c'est de trouver la meilleure façon de rejoindre notre public cible selon ses caractéristiques, ses besoins. Euh, on n'a pas de truc tout fait d'avance. Il faut vraiment savoir où aller chercher ce public-là, comment aller l'attirer au groupe. C'est sûr que plus on travaille notre force pré-groupe, plus on va avoir des pistes. Donc, pas vraiment de réponse à cette question. Merci beaucoup pour ces réflexions stimulantes. Moi, ça me donne un élan pour le restant de la journée. Notre expérience de groupe ensemble, si on peut dire, d'échange de connaissances, de réflexions, mais aussi vibrer ensemble, aussi, je dirais, au rythme de nos valeurs aussi qui se regroupent. Alors, Stéphanie, pour conclure. Merci beaucoup, Jean-Martin. Ben, merci d'avoir tous et toutes été des nôtres aujourd'hui pour cette activité qui était organisée dans le cadre de la Semaine des travailleurs sociaux et des travailleurs sociaux 2024. Je remercie bien évidemment nos co-animateurs, hein, Ginette Berthaud, Jean-Martin Deslauriers, merci beaucoup. Et aussi Annie, Karine et Myriam qui ont gentiment accepté de se prêter à l'exercice, même si ça peut être inconfortable et un peu épeurant. Je vous remercie beaucoup. Puis ben, je vous remercie à tous et à toutes là, de votre présence. Puis ben, je vous souhaite une belle semaine d'ETS qui aura lieu du 24 au 30 mars prochain. Et le webinaire d'aujourd'hui sera donc déposé sur la plateforme de formation continue Lara au début de la semaine du 25, donc mars. Et ce jusqu'au 25 avril. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Une belle après-midi. Au revoir.